Je restais plantée devant les lourdes portes en chêne du chalet de Courchevel, grelottant dans un manteau qui n'avait pas suffi à me réchauffer depuis 3 hivers. À l'intérieur, le feu crépitait. Je voyais la lumière dorée se déverser sur la neige. J'entendais le tintement du cristal et ses rires qui sonnaient toujours un peu trop fort. Un peu trop désespérés pour être sincères. Il ne fêtait pas seulement Noël. Il fêtait une commission de plusieurs millions d'euros. Ma sœur, Chloé, avait enfin décroché le contrat de sa vie. La vente du Zénith, la résidence écologique la plus exclusive des Alpes. Et moi, je n'étais pas là pour trinquer. J'étais là parce que le traiteur avait annulé et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour porter les plateaux. Je n'ai pas frappé. Les invités frappent. Les domestiques utilisent l'entrée de service. J'ai contourné le bâtiment, mes bottes crissant sur la glace, et je suis entrée grâce au code qu'il m'avait envoyé par SMS 1 heure plus tôt. La chaleur m'a frappée instantanément, une odeur de pain et de parfum hors de prix. J'ai pris une inspiration, me blindant intérieurement. Ce soir allait être différent. Ce soir, je n'entrais pas seulement dans une fête. J'entrais dans un piège que j'avais mis 5 ans à construire. Je dois vous demander, avez-vous déjà été la personne invisible dans une pièce remplie de gens qui devraient vous aimer? Écrivez oui, en commentaire, si vous savez exactement à quel point ce froid-là est glacial. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule. Ma mère, Catherine, ne m'a pas accueillie avec un câlin. Elle n'a pas demandé comment j'allais ni pourquoi j'avais l'air si fatiguée. Elle m'a accueillie avec un cintre. Elle a soupiré, me fourrant une housse à vêtements dans les bras. Va à la buanderie et change-toi. Vite. Les investisseurs en sont déjà à leur 2e tournée, et l'agence a envoyé une gamine qui ne fait pas la différence entre un brut et un blanc de blanc. J'ai ouvert la housse. À l'intérieur se trouvait un uniforme de gouvernante gris, polyester rigide, col blanc, complètement informe. Ce n'était pas juste un uniforme, c'était un costume, un accessoire conçu pour me rendre invisible, pour s'assurer que personne dans cette pièce ne me prenne pour un membre de la famille. « Maman !» ai-je commencé d'une voix faible. Je pensais que je venais pour le dîner. « C'est le cas ?» dit-elle en vérifiant son reflet dans le miroir du couloir. « Tu aides au dîner. On ne peut pas te laisser errer avec. Peu importe ce que tu portes, on doit faire bonne impression, Manon. L'avenir de Chloé dépend de ce soir. Sois un esprit d'équipe pour une fois. » J'ai pris l'uniforme. Je suis allée à la buanderie et je l'ai mis. Je sais ce que vous pensez. Vous vous demandez pourquoi je l'ai fait. Vous vous demandez pourquoi je ne lui ai pas jeté ce polyester gris au visage pour repartir dans la neige. C'est le piège de la normalisation. Quand vous grandissez dans une maison où l'amour est une devise que vous n'avez jamais tout à fait les moyens de vous offrir, vous commencez à négocier. Vous apprenez très tôt que la maltraitance est une forme d'attention et que la servitude est le prix d'entrée. Je n'ai pas mis cet uniforme par faiblesse. Je l'ai mis parce qu'une petite partie brisée de moi croyait encore que, si j'étais assez utile, assez obéissante, ils me laisseraient peu être restée. J'étais conditionnée à croire qu'être leur servante valait mieux qu'être une étrangère. Quand je suis entrée dans le grand salon, la chaleur était suffocante. La pièce était remplie d'hommes en costume à 5 000 € et de femmes dégoulinantes de diamants. Et là, au centre de tout, se trouvait ma sœur, Chloé. Elle était rayonnante, tenant la cour avec une coupe de champagne dans une main et un plan d'architecte dans l'autre. Elle ressemblait à l'enfant prodige qu'elle était, brillant de la promesse d'une richesse non méritée. « Ça s'appelle le Zénith », disait Chloé, sa voix montant dans les aigus comme toujours quand elle mentait ou se vantait. C'est la propriété la plus exclusive du massif alpin. Une merveille technologique, la propriétaire est une recluse excentrique. Elle ne montre jamais son visage. Probablement une héritière capricieuse qui l'a achetée sur un coup de tête et s'est ennuyée. Le groupe a ri. Je me suis glissée parmi eux comme un fantôme, remplissant les verres. « Et vous avez obtenu le mandat ?» a demandé l'un des investisseurs, en la regardant avec appréciation. « Droit exclusif », a menti Chloé sans ciller. Je suis la seule en qui elle a confiance. La commission à elle seule va propulser Thibaut et moi dans une autre tranche d'imposition. On va enfin avoir le train de vie qu'on mérite. Je me suis arrêtée près d'elle. Elle m'a tendu son verre vide sans me regarder, continuant son histoire. « Voici Manon », intervint mon père, Richard, en faisant un geste vague dans ma direction pendant que je versais. Il a baissé la voix pour un murmure conspirateur destiné à être entendu. « C'est notre projet caritatif, une sorte d'artiste raté. On essaie de l'occuper,
de lui donner une structure. C'est important de rester humble. Vous savez, les investisseurs ont hoché la tête avec compassion, me regardant avec pitié. Bravo à vous, Richard. Vous prenez soin des moins fortunés. J'ai senti la bouteille s'alourdir dans ma main. Ils n'ignoraient pas seulement ma réussite. Ils faisaient du marketing sur mon échec. Ils utilisaient ma pauvreté comme un accessoire pour mettre en valeur leur propre bienveillance. J'ai fini de verser le champagne. Je n'ai pas versé une goutte à côté. Je me suis retirée contre le mur. J'ai lissé le devant de mon uniforme gris. Et j'ai observé. Ils trinquaient à la vente de ma maison. Ils dépensaient la commission issue de mon compte en banque. Et ils se moquaient de la propriétaire recluse qui se tenait à 1,50 m, en train de remplir le seau à glace. « Au zénith !» s'écria Chloé. « Au zénith !» chuchotai-je pour moi-même. Le dîner fut une masterclass d'arrogance. Ma famille ne m'ignorait pas simplement. Ils performaient leur succès pour un public d'investisseurs, m'utilisant comme contrepoids. Chaque fois que Chloé mentionnait sa commission, elle me jetait un coup d'œil, vérifiant que j'étais bien soumise. « Thibaut et moi regardons les yachts », annonça-t-elle en faisant tourner son vin. Rien de massif. Juste quelque chose à laisser en Méditerranée pour l'été. Avec la clôture de ce dossier, la trésorerie ne sera plus vraiment un problème. Thibaut, assis à côté d'elle, a ri. C'était un son sec, grinçant. Il s'est tourné vers moi alors que je remplissais son verre d'eau. « Et toi ? Manon, toujours à peindre tes petits tableaux déprimants dans ton studio ? Je travaille sur quelques projets, dis-je. Ma voix délibérément neutre. « Projet », ricana-t-il. « C'est le code pour chômeuse, non ?» Je n'ai pas répondu. Je suis passée à l'invité suivant. Richard a tapoté son verre avec une fourchette, réduisant la table au silence. « J'aimerais porter un toast », tonna-t-il en se levant. « À ma fille, Chloé, la seule de mes enfants qui a eu la volonté de faire quelque chose de sa vie, au contrat du siècle. »« Santé !» murmurèrent les investisseurs en levant leurs verres. Je me tenais près du mur, invisible dans mon uniforme gris, et je les regardais boire. Ils célébraient un mirage. Ils dépensaient de l'argent qui n'existait pas. « Il y a juste un petit problème », dit Chloé, en posant son verre. « Le chauffeur a appelé. Il est malade. Il ne peut pas nous monter à la propriété pour la visite. » La panique a scintillé dans ses yeux. La visite était l'acte final. Si les investisseurs ne voyaient pas la maison ce soir, l'affaire pouvait capoter. « Ne t'inquiète pas », dit rapidement Catherine, ses yeux se posant sur moi. « Manon peut conduire. Elle ne fait rien d'important. »« Moi ?» demandai-je, feignant la surprise. « Oui, toi. » aboya Richard. « Rends-toi utile. Va chercher le SUV. Et essaie de ne rien heurter. Cette voiture vaut plus que ta vie. » Je suis sortie dans le froid, j'ai récupéré les clés et j'ai avancé l'énorme SUV noir devant l'entrée. La famille et les investisseurs se sont entassés, se plaignant de l'espace pour les jambes et de la température. J'ai réglé le chauffage en silence et j'ai commencé l'ascension de la montagne. La route vers le zénith était traître raide, sinueuse et couverte de neige fraîche. Je l'ai naviguée avec aisance. Je connaissais chaque virage. Je savais exactement où les plaques de verglas se formaient. « Ralentis !» hurla Catherine depuis la banquette arrière, alors que je prenais un virage. « Tu vas tous nous tuer !» Elle le fait exprès, marmonna Chloé. Elle est jalouse. Alors que nous montions plus haut, les arbres se sont raréfiés, révélant la vaste étendue enneigée des Alpes. Et puis, il est apparu. Le zénith. Il s'élevait de la montagne comme un glacier de verre et d'acier. Il était en porte, à faux, au-dessus du vide, défiant la gravité. Les lumières de l'atrium brillaient d'une chaleur invitante contre le crépuscule bleu. Ce n'était pas juste une maison. C'était une forteresse de solitude et de pouvoir. La voiture est devenue silencieuse. Même Thibaut a cessé de ricaner. « Mon Dieu !» chuchota l'un des investisseurs. « C'est magnifique. C'est la commission !» souffla Chloé, sa cupidité nue dans sa voix. « C'est mon avenir. » Je me suis garée dans l'allée chauffée. Je ne les ai pas regardés. Je fixais juste la maison que j'avais conçue, la maison que j'avais construite, la maison qu'ils pensaient vendre. « Eh bien ?» aboya Richard. « Ne reste pas planté là. Ouvre les portières. » Je suis sortie. L'air glacial m'a mordu les joues, mais je ne le sentais pas. Je me sentais électrique. Le vent à 2000 mètres ne fait pas que souffler. Il coupe. Il a arraché toute chaleur de l'air à la seconde où nous sommes sortis du SUV. Chloé tremblait violemment dans sa robe en soie sans manches,
ses dents claquant alors qu'elle marchait vers l'entrée massive. Les investisseurs se serraient dans leurs manteaux en cachemire, semblant moins impressionnés par la vue que par la température. « Dépêche-toi, Chloé », aboya Richard en se frottant les mains. « On gèle ici. »« J'essaie », répliqua-t-elle sèchement, ses doigts fumbling avec le pavé numérique monté sur le pilier en pierre. Je me suis appuyée contre le capot de la voiture, observant. Je savais exactement ce qui se passait. Le code qu'elle avait était un code courtier temporaire. Il expirait à 18-0. Il était 25. Bip, 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 buzz. Lumière rouge. Chloé a retapé le code, plus fort cette fois. Bip, 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 buzz. C'est juste le froid, bégaya-t-elle, se tournant vers les investisseurs avec un sourire crispé et paniqué. Les capteurs sont un peu sensibles. Donnez-moi juste une seconde. Elle a essayé une 3e fois. La serrure est restée scellée. Les lourdes portes en acier n'ont pas bougé. L'un des investisseurs a regardé sa montre. « Mademoiselle, si vous n'avez pas l'accès, nous pouvons reprogrammer. Idéalement, quand il ne fera pas moins 10 degrés. »« J'ai l'accès !» hurla Chloé, son masque professionnel volant en éclats. Elle s'est tournée vers moi, le regard fou. « C'est parce que tu t'es garé trop près. Les capteurs de proximité brouillent le signal. Recule la voiture, Manon. »« Maintenant, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les capteurs. » dis-je calmement. « Ne discute pas avec elle, » cria Catherine, piétinant la neige vers moi. « Fais ce qu'elle dit. Tu gâches tout. Tu restes là comme une statue pendant que l'avenir de ta sœur s'effondre. Répare ça. »« Ouais, Manon, » ricana Thibaut en s'avançant agressivement. « Rends-toi utile pour une fois. » Je les ai regardés. Ma mère, hurlant à mon visage. Mon père, secouant la tête de dégoût. Ma sœur, me blâmant pour sa propre incompétence. Il semblait si petit sur fond de la forteresse que j'avais construite. « Vous voulez que je répare ça ?» ai-je demandé. « Oui !» hurla Chloé en frappant sa main contre le bois gelé de la porte. Je me suis décollée de la voiture. Je suis passée devant Catherine. Je suis passée devant Thibaut. Je suis passée devant les investisseurs grelottants. La neige crissait sous mes bottes. Le seul son dans le silence soudain. « Où est-ce que tu vas ?» cria Richard. « Remonte dans la voiture. » Je n'ai pas répondu. J'ai monté les marches en pierre jusqu'à l'endroit où Chloé se tenait, tremblante et désespérée. « Bouge, dis-je. Qu'est-ce que tu fais ?»« Éloigne-toi d'eux. » D'eux, je ne l'ai pas laissé finir. Je me suis placée devant le pavé numérique. Je n'ai pas touché au bouton. À la place, j'ai posé ma main droite à plat contre le panneau en verre noir à côté. Un faisceau de lumière bleue a scanné ma paume. Un second faisceau a balayé mes yeux. Le système a bourdonné. C'était un son que je connaissais mieux que les battements de mon propre cœur. C'était le son de la propriété. Identité confirmée, tonna la voix automatisée, résonnant contre les parois du canyon. Ce n'était pas une voix robotique générique. C'était une interface personnalisée. « Bienvenue chez vous, architecte Manon. » Les lourds verrous d'acier se sont rétractés avec un bruit sourd et profond. Les immenses doubles portes se sont ouvertes silencieusement, révélant la lueur chaude et dorée de l'atrium. J'ai baissé la main. Je me suis tournée pour regarder ma famille. Ils ne bougeaient pas. Ils ne respiraient pas. Ils me fixaient comme si je venais de me faire pousser des ailes. « Après vous, » dis-je. L'intérieur du zénith, c'était comme entrer dans le futur. Ce n'était pas juste une maison, c'était une cathédrale de durabilité. Les sols étaient en bois pétrifié poli. Les murs étaient de mousse vivante et de verre, et l'air sentait l'oxygène pur. Au centre de l'atrium, un immense écran numérique dominait l'espace. Il faisait défiler des schémas architecturaux, des statistiques d'efficacité énergétique et un portrait de la fondatrice inaugurant le projet. La fondatrice, c'était moi. J'étais là, haute de 6 mètres, portant un casque de chantier et un tailleur sur mesure, tenant une pelle en argent. Mon nom, Manon Lefebvre, était gravé en lumière sous l'image. La famille a trébuché à l'intérieur, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. Le silence était absolu. Le seul son était le doux bourdonnement du système de chauffage géothermique. Je suis passée devant eux, mes bottes claquant sur le sol. J'ai levé la main et déboutonné le col de l'uniforme gris. J'ai tiré le tissu rugueux vers le bas, le laissant glisser de mes épaules pour s'effondrer sur le sol comme une peau morte. En dessous, je portais une combinaison en soie noire et des boucles d'oreilles en diamant qui accrochaient la lumière de l'atrium. Je ne me suis pas arrêtée.
J'ai marché jusqu'au bout de la table de conférence, une dalle de séquoia récupérée de 6 mètres de long, et je me suis assise. J'ai posé mes mains sur la surface lisse, et je les ai regardées. « Vous vouliez voir la propriétaire, dis-je, ma voix résonnant légèrement dans le vaste espace. Je suis là. » Catherine a haleté, sa main volant à sa bouche. « Manon ? Mais comment ? Comment ?» répétai-je. « Je n'ai pas juste acheté cette maison, maman. Je l'ai conçue. Je détiens les brevets de la technologie géothermique qui la chauffe. Je possède l'entreprise qui l'a construite. J'ai observé leur visage. C'était fascinant. Vraiment. Je pouvais voir le moment exact où leur cerveau tentait de se recalibrer. Ils arrachaient le narratif de l'artiste raté, auquel ils s'étaient accrochés pendant une décennie, pour essayer de le remplacer par cette nouvelle réalité. Mais le plus intéressant n'était pas le choc, c'était la fin. Je l'ai vu dans les yeux de Chloé en premier. La panique concernant la commission perdue s'est évanouie, remplacée par une lueur calculatrice. Elle a regardé la maison, puis moi, et je pouvais pratiquement l'entendre faire les calculs. Ma sœur est la propriétaire. Ma sœur est milliardaire. Manon, s'écria-t-elle, se précipitant avec un sourire qui semblait douloureux. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Pourquoi tu ne nous as rien dit ? On aurait pu quoi ? L'interrompis-je. M'utiliser pour une plus grosse commission ? Vous vantez de moi auprès de vos amis ? Non, protesta-t-elle, bien que ses yeux se soient à nouveau tournés vers le portrait numérique. On t'aurait célébré. On est une famille. Richard s'avança, bombant le torse, essayant de récupérer son autorité. Manon, c'est inattendu. Mais c'est un actif familial maintenant. Nous devons réfléchir à la manière de gérer ce portefeuille ensemble. J'ai quelques idées sûres. J'ai ri. C'était un son froid et tranchant qui a coupé net son baratin. Un actif familial ? demandai-je. Papa, il y a 10 minutes, tu m'as dit que ma vie valait moins que ta voiture. Tu m'as dit que j'étais un projet caritatif. Tu n'as pas le droit de réclamer des parts dans un empire que tu as essayé d'enterrer. Ils restèrent là, dépouillés de leur arrogance, grelottant dans leurs manteaux coûteux, sans leur statut perçu, sans la capacité de me regarder de haut. Ils n'étaient rien. Ils n'étaient que de petites personnes avides debout dans une maison qu'ils ne pouvaient pas s'offrir, fixant une femme qu'ils ne connaissaient pas. « Asseyez-vous, dis-je. » Ils se sont assis. Chloé a ri. C'était un son fragile, désespéré. « D'accord, Manon. Bonne blague. Tu nous as eus. Comment as-tu piraté le système ? Tu as couché avec le vrai propriétaire ? C'est ça ?» Elle regarda autour de la pièce, cherchant une issue de secours. Un moyen de réécrire l'histoire pour redevenir la gagnante. On est une famille. On peut arranger ça. Je peux toujours être le courtier. Je veux dire, c'est logique, non ? Garder ça en famille. Je connais le marché mieux que quiconque. Je n'ai pas répondu. J'ai cherché sous la table, et j'en ai sorti un dossier épais. Je l'ai fait glisser sur le bois poli, jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant elle. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, les mains tremblantes en l'ouvrant. « Ça, dis-je, c'est l'enregistrement de chaque interaction que tu prétends avoir eue avec la propriétaire. Chaque email. Chaque appel téléphonique. » Elle fixa les pages. « Mais... » Je lui ai parlé. J'ai parlé à son assistante. « Tu as parlé à une IA ?» corrigeai-je. Je l'ai programmée pour filtrer les courtiers potentiels. Tu as échoué à chaque test. Échoué ? Chuchota-t-elle. Tu n'as jamais posé de questions sur les spécifications géothermiques, dis-je en comptant les points sur mes doigts. Tu n'as jamais demandé de détails sur la servitude de conservation des terres. Tu n'as même pas vérifié le cadastre pour voir qui possédait la société holding. Si tu avais fait 5 minutes de vérification, tu aurais vu mon nom sur l'acte de propriété. Tu étais tellement occupé à calculer ta commission que tu as oublié de faire ton travail. Elle regarda Thibaut, puis nos parents, mais aucune aide ne venait. Tu ne vends pas cette maison, Chloé, dis-je, ma voix tranchant l'air. Tu es en violation de domicile. Richard se leva, le visage rouge. Maintenant, attends 1 minute, Manon. Tu ne peux pas simplement rejeter ta sœur comme ça. Nous sommes une équipe. Nous t'avons poussé. Tu ne vois pas. Si nous n'avions pas été durs avec toi, tu n'aurais jamais construit ça. Catherine hocha frénétiquement la tête, des larmes coulant sur son visage. Exactement. On savait que tu avais ça en toi. On avait juste besoin d'allumer le feu. C'est notre victoire aussi. Je les ai regardés.
vraiment regardés. Ils étaient terrifiés. Non pas parce qu'ils m'avaient fait du mal, mais parce qu'ils avaient perdu le contrôle sur moi. « Vous ne m'avez pas poussé, dis-je, ma voix basse et dangereuse. Vous m'avez jeté. Vous m'avez traité comme un meuble. Vous m'avez fait porter un uniforme pour servir vos amis, parce que vous aviez honte de moi. » Je me suis levée. « Et vous n'avez pas le droit d'investir dans ce que vous avez mis à la poubelle. » J'ai sorti mon téléphone et tapoté l'écran. Les lumières de la pièce sont passées d'un or chaud à un blanc froid et austère. « La sécurité est en route, dis-je. Vous avez 5 minutes pour quitter ma propriété. »« Tu ne peux pas faire ça, » hurla Chloé. « Il gèle dehors. Comment on est censé redescendre ? » « Il y a un service de taxi en ville, » dis-je en leur tournant le dos. « Il paraît que le temps d'attente est d'environ 1 heure. Mieux vaut commencer à marcher. » J'ai regardé depuis la baie vitrée du 3e étage. Le verre était du triple vitrage, conçu pour résister au blizzard, donc je ne pouvais pas les entendre. Je pouvais seulement voir. Ils étaient blottis ensemble au bout de l'allée, 4 formes sombres contre la neige blanche aveuglante. Chloé se serrait dans ses bras, sa robe de soie inutile contre le vent. Mon père faisait les 100 pas, hurlant dans son téléphone, probablement en train de crier sur un régulateur qui se fichait pas mal de qui il pensait être. Le taxi a mis 45 minutes. Je suis restée là tout le temps, tenant une tasse de thé qui restait parfaitement chaude. Je n'ai pas ressenti une once de culpabilité. Je n'ai pas eu envie de descendre avec des couvertures. Je me sentais juste, calibrée. Pendant 30 ans, j'avais été la variable qu'ils essayaient de résoudre, l'erreur dans leur équation parfaite. Maintenant, j'étais la constante. C'était eux qui étaient dehors dans le froid, essayant de trouver un moyen de rentrer. Quand les feux arrière ont finalement disparu au détour du virage, je me suis détournée. Je ne suis pas allée dormir. J'ai parcouru la maison, éteignant les lumières une par une. L'atrium est devenu sombre. La salle de conférence est devenue sombre. La seule lumière venait de la lueur de la salle des serveurs au sous-sol, le cœur battant de l'empire que j'avais construit à partir des miettes qu'ils m'avaient jetées. Ils pensaient que le zénith n'était qu'un trophée. Ils ne savaient pas que c'était une graine. Ce n'était pas seulement ma maison. C'était le quartier général de la fondation Aura. Les redevances des brevets n'allaient pas dans des yachts ou des résidences secondaires. Elles allaient dans des projets de logement durable pour des gens qui savaient vraiment ce que ça fait d'avoir froid. Je ne thésaurisais pas ce pouvoir. Je le plantais là où il grandirait, loin des mauvaises herbes de ma famille. L'hiver a laissé place au printemps. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant des semaines. Et puis, les messages ont commencé. De petits bips. Au milieu de ma journée de travail, Chloé. J'ai perdu le mandat. L'agence m'a virée. On peut juste parler ? S'il te plaît. Catherine. La tension de ton père est montée. Tu lui manques. Tu nous manques à tous. Ne sois pas comme ça. J'étais assise dans mon studio, la lumière du matin frappant ma table à dessin. J'ai regardé les messages. Je ne les ai pas bloqués. Je n'ai pas répondu. J'ai juste glissé vers la gauche. Supprimer. Supprimer. Ce n'était pas de la mesquinerie. C'était de l'efficacité. L'émotion n'est qu'une donnée corrompue dans un audit, et j'avais vidé le cache. J'ai repris mon crayon, et je suis retournée au schéma. Je concevais un nouveau centre communautaire dans la banlieue de Marseille. Il devait être solide. Il devait être chaleureux. Il devait être un endroit où personne ne se sentirait jamais comme un invité dans sa propre vie. Le silence dans la pièce était absolu. Ce n'était pas de la solitude. C'était le bruit d'une charge structurelle qui s'allège. J'ai pris une inspiration, et pour la première fois de ma vie, mes poumons se sont remplis complètement. Ils voulaient une gouvernante. Ils ont eu une architecte. Et j'avais beaucoup de travail à faire. Manon a bâti son empire en silence pendant qu'il faisait du bruit. Si vous construisez quelque chose dans l'ombre en ce moment, continuez. Partagez cette histoire si vous croyez que la meilleure vengeance est un succès massif. Et n'oubliez pas de vous abonner, nous avons d'autres histoires de justice à venir.